Et on retrouve justement à Lorient Olivier Faure. Merci beaucoup de nous accorder ces quelques instants en direct sur LCI. Vous êtes depuis Lorient pour l'Université des socialistes de Bretagne. On parlera d'ailleurs du congrès à venir dans votre parti. Mais d'abord, vous avez entendu les mots d'Emmanuel Macron. C'était une mise au point salutaire qui répond notamment aux critiques de Marine Le Pen qui, d'un tweet cette semaine, avait marqué « La dette de la France ce soir, 3 300 milliards plus 2 en plus ». Écoutez, je crois que Madame Le Pen s'est dévoilée et qu'elle montre qu'en réalité, elle n'a jamais été un soutien constant du peuple ukrainien qui résiste aujourd'hui face à l'agression russe. Et l'évidence, c'est que ce que nous défendons là, je parle là de la France, mais aussi des Européens, ce n'est pas simplement des frontières, mais c'est aussi un modèle démocratique, social, que nous défendons avec ardeur parce que nous savons que Vladimir Poutine n'a pas pour intention de s'arrêter aux frontières du Donbass et de la Crimée. Et que s'il n'y a pas à un moment une résistance qui s'affiche, une résistance déterminée des Européens, eh bien, il prolongera. On fait comme si cette guerre avait commencé il y a 3 ans. Elle a commencé il y a bien plus longtemps, puisqu'elle a commencé d'abord avec la Crimée. Mais il est intervenu, je parle là de Poutine, en Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie. Il intervient à travers des milices para-étatiques dans l'ensemble de l'Afrique. Et donc nous sommes là face à ce que certains appellent l'influence russe, mais en tout cas la volonté totalitaire de Vladimir Poutine de s'étendre partout où il le peut. Et quand on lit celui qui fut baptisé le mage du Kremlin et qui a été son inspirateur au démarrage, il explique très clairement qu'il n'y a pas de limite à l'ambition russe et que partout où ils pourront aller, ils iront. Et donc nous avons là une bataille, une guerre qui s'organise entre d'un côté un Occident démocratique qui doit défendre effectivement ce qu'est son identité, et puis Vladimir Poutine qui cherche à étendre son influence sur le reste du monde. Mais et donc Olivier nous sommes le monde libre, nous sommes l'Union européenne. Vous compreniez aussi qu'il y a une question d'acceptabilité des Français de ces sommes, ces 2 milliards d'euros, mais il y en a eu d'autres investis pour soutenir l'Ukraine. Le président précise que cette aide est dûment financée grâce à la loi de programmation militaire. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que le gouvernement, dans ses explications, est assez complet? Parce qu'il y a peut-être, je ne sais pas comment le qualifier, mais d'un trouble peut-être, avec des sacrifices demandés. Vous êtes aussi au cœur des négociations sur la réforme des retraites et on nous explique que l'effort devra aussi porter sur certaines catégories de la population. Il y a ce discours-là qui monte dans notre société. Si vous étendez la question au-delà des 2 milliards dont on vient de parler et qui, sauf à ce qu'on nous prouve le contraire, et j'attends de voir comment le gouvernement documente ces 2 milliards, mais ce que le président dit, c'est qu'ils ne viendront pas d'impôts cachés. Ensuite, il y a effectivement un débat plus large sur la façon dont nous avons financé l'effort de défense, qu'il a chiffré lui-même à 45 milliards supplémentaires, progressivement, puisqu'il ne s'agit pas de dire que dès l'année prochaine, on sera avec 45 milliards de dépenses supplémentaires sur les opérations de défense. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment est-ce qu'on trouve cet argent? Est-ce que ça doit résulter de sacrifices demandés aux Français, soit par de nouvelles économies drastiques sur nos services publics, sur l'hôpital, sur la police, sur la justice, sur l'éducation? Et ça, c'est non. Ça doit passer par d'autres ressources. De votre point de vue, c'est non. Et ça, c'est non. Mais de mon point de vue, c'est non. Et je vous dis pourquoi c'est non. Je vous ai dit à l'instant que ce que nous défendons avec les Ukrainiens, ce n'est pas simplement une limite territoriale. Ce ne sont pas des frontières que nous défendons. Nous défendons un modèle. Et ce modèle, quel sens cela aurait-il de dire sont attachés les Français et les Européens? C'est un modèle social, qui est un modèle qui, effectivement, sous l'influence des socialistes, sociodémocrates, travaillistes européens, a permis de construire ce qu'on appelle un État-providence depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce modèle-là auquel nous sommes très attachés et que nous voulons faire durer, parce que ça n'a pas de sens de simplement dire que nous sommes là à défendre simplement des limites géographiques. En tout cas, ça n'en a pas suffisamment. Et je le dis aussi, c'est un avertissement au pouvoir. Si demain, il avait la tentation
de venir réduire ce que les Français ont acquis au cours des décennies passées, eh bien, il minerait lui-même le terrain d'acceptation sur la défense des Ukrainiens et plus largement de l'Europe. Pourquoi ? Parce que la déliction du modèle social français, eh bien, serait le carburant sur lequel, en fait, s'alimenterait l'extrême droite, qui est en réalité l'allié aujourd'hui à la fois de Poutine à l'est et de Trump à l'ouest, puisque vous en avez le souvenir comme moi, Marine Le Pen, pendant longtemps, les a considérés comme ses deux alliés principaux, et je me rappelle d'elle posant fièrement entre leurs deux portraits. Olivier Faure, j'aimerais vous interroger sur, vous parliez de l'administration et de Donald Trump, des États-Unis qui veulent forcer les entreprises françaises qui travaillent aux États-Unis à supprimer leur politique anti-discrimination. Les Échos se sont procuré un courrier envoyé par l'ambassade américaine. Que dites-vous de ce courrier, de cette démarche ? Dénoncez-vous une forme d'ingérence et quelle doit être la réponse du gouvernement français là-dessus ? Mais c'est une ingérence, c'est scandaleux, et je vois bien qu'aujourd'hui, il y a une attaque idéologique de la part de Donald Trump, Musk et Vance, qui ne sont pas simplement, en fait, dans une forme de répétition de ce qu'a été le premier mandat de Donald Trump. À l'époque, tout le monde considérait que le président américain était un peu original, voire un peu dingue, mais que la réalité était que les États-Unis ne bougeaient pas. Cette fois-ci, il s'est préparé. Il s'est préparé avec toute une série de gens qui sont des suprémacistes, qui défendent le suprémacisme blanc, qui sont des conservateurs, qui sont des réactionnaires et qui sont tous issus de l'ultra-droite. Et donc ils portent un projet politique qui est un projet de destruction de tout ce que les progressistes ont posé outre-Atlantique comme ici. Et nous aurions tort de considérer cela avec beaucoup de légèreté. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche à détruire progressivement les valeurs. Eh bien, la réponse, ça doit être de dénoncer cette ingérence, de refuser de plier sous les injonctions de Donald Trump. On voit bien qu'il est lui-même aujourd'hui en train, dans son propre pays, d'interdire aux chercheurs de chercher sur un certain nombre de sujets qui ne lui conviennent pas. Il est celui qui interdit les mots, qui cherche à brider la presse, qui cherche à faire en sorte que, y compris la voix de l'Amérique, quand elle défend la démocratie, se taise. C'était Voice of America, c'était Radio Liberty, etc., qui ont cessé d'émettre. Et donc on a là des projets. Enfin, je vois aussi ce qui s'est passé avec l'équivalent de l'agence France Presse aux États-Unis, quand ils ont refusé de plier aux injonctions, y compris sémantiques, que leur imposait le président Trump. Eh bien, ils ont été privés d'accès à l'information, qu'il s'agisse de Air Force One ou de la Maison Blanche. On le voit bien, nous sommes passés dans l'ère de la post-vérité, nous sommes passés dans l'ère du refus de la science, nous sommes passés dans une ère qui devrait rappeler à ceux qui s'en souviennent, celle des autodafés, c'est-à-dire quand on brûlait les livres interdits en place publique. Eh bien, là, on ne brûle plus les livres, on est simplement en train de les interdire. On ne peut plus penser librement. Et donc, il y a là, évidemment, un outrage majeur à ce que nous portons et nous ne pouvons pas céder. Nous ne pouvons pas céder, ces mots forts. Donc, j'aimerais, Olivier Faure, vous poser une question quant à la situation politique française. La question politique qui monte depuis quelques jours. Soudainement, allez-vous ou pas censurer le gouvernement de François Bayrou ? Y êtes-vous prêt ? On vous entendait concernant effectivement ces dépenses, cette aide à l'Ukraine, cette acceptabilité au nom et pas au détriment de notre protection sociale notamment. Est-ce que le compte y est pour vous aujourd'hui ? Non, à l'évidence, le compte n'y est pas du tout aujourd'hui. Et moi, je me souviens des engagements que le gouvernement a pris lorsque nous-mêmes, nous avons pris notre responsabilité en ne censurant pas le gouvernement sur un budget qui était loin d'être celui que nous aurions nous-mêmes adopté si nous avions été au pouvoir. Et nous l'avons fait du gouvernement parce que nous avons considéré... Je me permets de vous interrompre, on parle d'un cauchemar pour le budget 2026. Eh bien, si le gouvernement avait compris ce que lui ont dit les Français, parce que il faut quand même revenir toujours à la base. Le 7 juillet, c'est le Front populaire qui est en tête et c'est au prix d'une alliance avec les Républicains qui a pris des mois à se construire que aujourd'hui, on a eu d'abord Michel Barnier, puis François Bayrou qui nous gouverne. Très bien. Et que faut-il faire dans ces cas-là ? Quand on n'a pas de majorité absolue, il faut chercher de vrais compromis. Accepter de ne pas avoir 100% ce que l'on souhaitait, mais
mais accepter de nouer, sujet après sujet, des accords qui permettent d'avancer. Ce n'est pas ce que fait le gouvernement. Et y compris sur la réforme des retraites. À quoi s'est-il engagé? À ce que le dialogue social puisse se poursuivre et qu'à son terme, eh bien, le Parlement soit saisi pour en juger. Qu'a-t-on appris il y a quelques jours maintenant? Eh bien, c'est que le Premier ministre avait lui-même, avant que ce qu'il avait appelé conclave se termine et s'achève, eh bien, il avait déjà donné la conclusion qu'il en tirait lui-même. Alors, est-ce que c'est le déclencheur, pour une motion de censure, Olivier Faure? Je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui... Eh bien, j'y viens. Malgré tout, vous avez des syndicats et le patronat qui ont décidé de continuer à discuter indépendamment de ce qu'avait pu dire le Premier ministre. C'est dire que la question de l'âge légal est toujours sur la table. Tant que la discussion a lieu, eh bien, il faut la laisser se prolonger. C'est ça le respect du dialogue social. Ensuite, nous verrons ce à quoi ils parviennent, accord partiel ou total. S'il y a un accord total, il faudra le transposer au Parlement. Et s'il y a un accord partiel, et si donc il n'y a pas d'accord du tout, de toute façon, par écrit, le Premier ministre s'est engagé à saisir le Parlement qui doit avoir le dernier mot sur la question des retraites puisque vous le savez, là, il y a 2 ans, eh bien, le Parlement n'avait pas pu trancher cette question qui pourtant est au cœur du contrat social que nous avons noué les uns avec les autres et donc il faut que le Parlement à un moment soit saisi. S'il ne l'était pas, alors effectivement, la censure serait évidemment pour moi une obligation morale par rapport aux Françaises et Français qui nous ont fait confiance pour porter ce message. Très clair. 2 dernières questions, Olivier Faure, concernant notamment le sort de Marine Le Pen. Elle sera fixée sur son sort lundi, après la décision du tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires du parti. Est-ce que vous seriez mal à l'aise si une inéligibilité était prononcée à son encontre avec exécution provisoire ? Mais moi, je suis mal à l'aise avec ce débat parce que je ne comprends pas pourquoi on a cette espèce de regard particulier pour Marine Le Pen, alors que quand vous avez quelqu'un qui vole une voiture, qui vole une mobilette, qui agresse quelqu'un, eh bien, il n'y a aucune forme de tremblement au moment où la décision doit être prise. Moi, je ne suis pas magistrat. Parce qu'on parle d'une possible candidate à l'élection présidentielle. Et alors, vous pensez que quand quelqu'un désormais vole une voiture et qu'il se déclare candidat à la présidentielle, on devra aussi l'exempter de sa peine? Moi, je crois que nous avons aujourd'hui une règle qui est une règle simple. Que vous soyez puissant ou misérable, eh bien, les jugements doivent être rendus de la même façon pour les uns et pour les autres. Si nous ne voulons pas qu'il y ait cette défiance puissante que les Français ont vis-à-vis de la politique, il faut de l'exemplarité. Donc, je ne souhaite pas la condamnation ou la non-condamnation de Marine Le Pen. Ce n'est pas moi qui doit en juger. Mais je respecterai évidemment les décisions de justice, quelles qu'elles soient, parce que je considère que en la matière, la loi dont nous sommes nous-mêmes les tenants, c'est nous qui votons la loi. Si maintenant on est les premiers à dire que les lois s'appliquent à tout le monde sauf à nous, qui nous croira encore? Et donc la loi, elle s'applique à Marine Le Pen, comme à moi, comme à toutes celles et ceux qui font de la politique et qui ne sont pas au-dessus des lois. Olivier Faure, dernière question. Vous êtes candidat à votre propre succession à la tête du Parti Socialiste. Dans un entretien, ou en tout cas un reportage accordé au Monde, vous dites « Je ne veux pas m'enfermer dans la bulle du Congrès, dans un débat entre Pierre, Paul et Jacques. J'ai une exigence plus forte, parler aux Françaises et aux Français dans un rapport direct. » Ça va bien se passer, ce Congrès? Ça ne laissera pas de traces? Bon, vous savez, en fait, il y a une part de folklore. Ce serait pas très bien vu et venu. Donc, je vais pas dire ça comme ça. Je vais dire que il y a eu un congrès à Marseille il y a 2 ans et où on nous a dit mais c'est l'horreur, ils s'entretuent, etc. Bon, ça a été effectivement assez brutal. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite pendant 2 ans? Les 2 ans qui viennent de s'écouler. Toutes les décisions que j'ai proposées au vote de nos instances nationales et aux militants ont été adoptées à l'unanimité ou à la quasi-unanimité. Qu'il s'agisse du programme européen, de la liste européenne, de l'adhésion au Front populaire, qu'il s'agisse de l'attitude par rapport au gouvernement, censure du gouvernement Barnier, puis non-censure du budget de François Bayrou. À toutes les étapes, tout a été voté à l'unanimité parce que nous avons su, évidemment, et parce que j'ai toujours veillé à ce que notre unité soit préservée, parce que je sais qu'elle est aussi le gage de notre crédibilité et de notre retour en centralité dans le débat politique. Donc je veillerai de toute façon à ce que nous puissions continuer à travailler ensemble, parce que c'est un devoir que nous avons vis-à-vis des Françaises et des Français. Et confiant quant à votre réélection.
Confiant, bien sûr, parce que je crois que le travail a été assumé par beaucoup, pas que par moi, par une direction qui a bien travaillé, et que je crois au fait que les gens reconnaissent toujours le travail qui a été accompli, et nous allons continuer, y compris avec celles et ceux qui me font face, parce que le Parti socialiste, sa vocation, ce n'est pas d'être uniquement de se regarder dans une forme de nombrilisme, toujours entre nous, avec un bal des égos qui se prolongerait. Moi, je veille à ce que nous ayons la possibilité d'avancer ensemble. Et puis, le moment venu, après les municipales, quand nous aurons, je l'espère, emporté de nombreuses victoires aux municipales, nous aurons à ce moment-là à choisir celui ou celle qui est le mieux placé pour pouvoir aller vers l'élection présidentielle. Ça aussi, c'est ce que nous devons aux Français. Les divisions inutiles, les égos déplacés, ça n'est pas le moment. Voilà. Merci beaucoup Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci également à Laure Leray qui a permis la réalisation de ce direct sur LCI.